427 jours après le début d'une mission qui aurait dû durer 30 jours, cela s'est transformé en cauchemar. À 297 millions de kilomètres de là se trouve Ingenuity, un minuscule hélicoptère de 680 grammes. Fabriqué à partir de pièces trouvées à la maison, il contient des éléments d'un Android, des batteries d'une perceuse et, à la surprise générale, il fonctionne jusqu'à présent. Mais quelque chose ne va pas. L'hiver martien approche. La nuit, les températures chutent jusqu'à moins 85 degrés Celsius. Alors que Mars s'éloigne du Soleil, la température continue de baisser et cela provoque de plus en plus de poussière violente. Le Soleil est effacé du ciel. À son 427e jour sur Mars, ils essaient de la joindre comme la veille. Mais ils n'obtiennent pas de réponse. Ils essayent de nouveau. Rien. De retour sur Terre, l'équipe se rassemble au Jet Propulsion Laboratory dans le sud de la Californie. Tous les signes indiquent que Ingenuity est mort. Mais il reste une chose, une dernière astuce qu'ils peuvent essayer pour rétablir la connexion. Le premier drone qui va voler sur une autre planète. Il y a 6 ans, j'ai visité JPL et j'ai vu Ingenuity avant qu'elle ne parte pour Mars. À l'époque, la National Aeronautics and Space Administration ne croyait pas vraiment en sa mission. Comme l'a dit Kenneth Farley, le scientifique du projet de la mission Perseverance Mars 2020, personnellement, j'y ai toujours été opposé. Passer 30 jours à travailler sur une démonstration technologique ne fait pas directement avancer les objectifs d'un point de vue scientifique. Bref, il pensait que c'était une perte de temps. La plupart des projets vers Mars reçoivent des milliards de dollars. Ingenuity n'a reçu que 80 millions, ce qui est moins que le budget du film Le Martien. Mais cette équipe débrouillarde de scientifiques travaillait pour prouver un concept fou. Et contre toute attente, ils sont arrivés sur Mars. Le 18 février 2021, le rover Perseverance survit à son entrée et atterrit à la surface martienne. Fixé en dessous se trouve Ingenuity. Cela marque le sol zéro, son premier jour sur Mars. Il coupe le cordon ombilical et Ingenuity, affectueusement connu sous le nom de Ginny par certains membres de l'équipe, se prépare. Sa mission est simple. Prouver que le vol sur la planète rouge est possible. Mais avec une atmosphère ne représentant que 1% de celle de la Terre, voler est très difficile. Elle doit être ultra légère et ses pales doivent tourner à plus de 2400 rotations par minute pour générer suffisamment de portance. C'est un design dont personne n'est vraiment sûr. Pendant 2 mois, il vérifie minutieusement ses systèmes, démarre le moteur, teste la navigation et son ordinateur de contrôle. Puis, le 58e jour, il pense enfin être prêt. Les pales commencent à tourner et elles décollent. Seulement 120 ans après les frères Wright sur Terre. L'humanité vole sur une autre planète. En quelques jours, ils volent à nouveau. Et puis encore. Et encore. En 1 mois, ils effectuent 5 vols. Donc, la mission a été accomplie. Nous étions une démo technique, n'est-ce pas? C'est-à-dire une mission spécifique et limitée à 30 sols. On arrive, on repart. Et c'est fini, non? On va dans un bar, on fait la fête. Point final. Mais le succès crée de nouvelles attentes. La National Aeronautics and Space Administration leur dit de continuer. La nouvelle mission d'Ingenuity est d'aider Perseverance dans la recherche de preuves de vie anciennes sur Mars. Elle va donc partir en éclaireuse, recueillant des données dans des zones trop risquées ou coûteuses à explorer pour le rover. Pour l'équipe, c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi un problème. Oui, il n'y avait aucune garantie, tu sais. Après le 5e vol, on pouvait très bien être mort au 7e, non? Nous pourrions être morts au vol d'As. Nous avons été un peu jetés dans le grand bain. Nous n'avions aucun processus ni aucun plan élaboré pour une telle chose. Jusqu'à présent, chaque vol avait été soigneusement planifié. Ils ont tous commencé à partir d'une zone sélectionnée et analysée à la fois par les satellites et par le rover Perseverance lui-même. Ces vols ont été testés des centaines de fois dans la soufflerie de JPL et des dizaines de milliers de fois en simulation. Mais maintenant qu'ils doivent suivre le rythme du rover, ils volent vers l'inconnu. Piloter un hélicoptère est difficile. Au plus près, Mars est à 56 millions de kilomètres de la Terre, ce qui signifie qu'il y a au moins un délai de communication aller-retour de 6 minutes, ce qui est bien plus long que le temps de vol maximum de 2 minutes d'Ingenuity.
Elle doit donc voler de façon autonome. Alors ce qui se passe, c'est que le pilote programme un itinéraire et Ginny fait le reste. Mais pour commencer, JPL doit d'abord savoir exactement où elle se trouve. Vous pourriez penser qu'ils utiliseraient le GPS, mais pour que le GPS fonctionne sur Terre, vous avez besoin d'au moins 24 satellites pour une couverture complète. Autour de Mars, il n'y a que 7 satellites au total, empêchant Ingenuity d'utiliser cette méthode de navigation. Alors à la place, ce qu'elle fait est bien plus simple. Nous avons 2 caméras, une caméra de 13 mégapixels orientée vers l'avant et celle qui pointe vers le bas est celle que nous utilisons pour naviguer. La caméra de navigation prend 30 images en noir et blanc par seconde. L'ordinateur d'Ingenuity analyse l'image et identifie les caractéristiques du terrain. On peut le voir comme une sorte de souris optique. Comme votre souris optique est sur le tapis de souris, elle ne sait pas où elle se trouve sur le tapis, mais quand vous bougez à droite, elle sait que vous bougez à droite parce qu'elle regarde les caractéristiques de la surface du tapis et les voit bouger sous son regard. Ingenuity analyse la surface, sélectionne des éléments comme des rochers et compare leur position entre les images de sa caméra. En observant le déplacement de ces éléments, il peut calculer sa propre trajectoire et déterminer sa position actuelle par rapport à sa position initiale. Cela semble bien, mais la méthode n'est pas fiable à 100%. Lors du 6e vol, Ingenuity détecte une erreur en quittant sa zone de test pour la première fois. 54 secondes après le début du vol, elle commence à vaciller violemment, s'inclinant de 20 degrés. Ses alarmes d'urgence retentissent. Nous avions une image en noir et blanc, une image en noir et blanc, une image en noir et blanc, et nous avions une image en couleur qui est apparue très près du moment où cette image en noir et blanc est apparue dans le temps. Cette caméra couleur a été ajoutée tardivement dans le développement, laissant peu de temps pour les tests. Et pendant ce vol, une des images arrive exactement au même moment qu'une image en noir et blanc. Le système ne sait pas quoi faire, alors il abandonne l'image en noir et blanc. Cela fait que chaque image suivante a un temps de retard. Les caméras d'Ingenuity lui fournissent des données obsolètes. Donc, même lorsqu'elle est au bon endroit, l'ordinateur pense qu'elle est en retard et la pousse en avant. Elle dépasse son objectif, s'incline trop loin et surcompense dans l'autre direction. Ce cycle se répète, aggravant son déséquilibre dans une boucle de rétroaction positive. C'est un problème, mais ce n'est pas fatal. Le problème de désynchronisation équivalait à une image de caméra décalée. Si ça avait été pire, je pense que tu peux imaginer que cela aurait pu entraîner une spirale fatale. Ginny détecte plutôt le problème et peut atterrir en urgence avant que la situation ne s'aggrave. Une fois au sol, JPL découvre l'erreur et la corrige rapidement par un correctif logiciel. C'était juste, mais ils s'en sont remis. Au cours des 12 prochains vols, ils suivent le rover et soutiennent la mission. C'était le cas jusqu'au vol 19. Nous étions sur le point de faire ce 19e vol et j'ai reçu un appel l'après-midi précédent disant qu'il y a une tempête de poussière qui se prépare près du cratère G0. Nous avons donc rapidement annulé le vol, décidant d'attendre pour voir ce qui se passerait. Ils se préparent à l'impact. Cela dure 6 jours, avec des rafales de vent allant jusqu'à 20 mètres par seconde. Cette première tempête de poussière au milieu de l'automne, durant notre première année martienne, nous a frappé de plein fouet. Mais ils s'en sortent. Ils tentent nerveusement de reprendre contact. Et elle a survécu. Elle n'est ni morte ni renversée, mais un nouveau problème survient. La poussière. La poussière sur Mars n'est pas une blague. Je veux dire, pour Ginny, il y a 2 gros problèmes. Premièrement, la poussière recouvre ses panneaux solaires, réduisant la puissance de 18%. Et deuxièmement, elle obstrue ses composants mécaniques. Nous avons voulu voler, mais en faisant bouger les cerveaux, ils étaient bloqués. La poussière les avait coincés. Cela a donc avorté la première tentative de vol 19. Maintenant, JPL avait anticipé ces 2 problèmes, mais ils n'avaient pas eu le temps ou le budget pour les résoudre. Donc pour le premier, ils doivent simplement accepter qu'ils ont une puissance solaire réduite et ils ajustent leur durée de vol en conséquence. Pour le second, ils trouvent une solution de contournement en faisant bouger les cerveaux à plusieurs reprises jusqu'à ce que les articulations se dégagent. Elle peut donc continuer à voler malgré sa blessure.
Et la survie ne devient pas plus facile. Chaque nuit martienne, la température chute brutalement. Mon ami Alex de la chaîne Astroom le décrit bien. Avec moins d'atmosphère, Mars retient beaucoup moins bien la chaleur. Quand la surface refroidit, il n'y a pas d'air pour capter la chaleur qui s'en échappe. On en est au point où, si vous étiez debout sur l'équateur pendant son moment le plus chaud de la journée, vos pieds pourraient ressentir 23 degrés, tandis qu'à votre tête, il ferait 0 degré. Cela signifie qu'entre le jour et la nuit, Mars connaît des variations de température intenses. Les températures y varient maintenant entre des pics d'environ 27 degrés et un froid glacial de moins 133 degrés la nuit. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont cela conduit à des tempêtes de poussière couvrant toute la planète, Astroom a une vidéo entière sur le climat martien. Ces grandes variations de température surviennent constamment. Mais à mesure que la mission de Genie progresse, Mars s'éloigne du Soleil et entre dans l'hiver martien. Donc, il fait encore plus froid la nuit, ce qui pose un problème. De nombreux composants électriques clés d'Ingenuity sont soudés à la main et les grandes variations de température provoquent l'expansion et la contraction de ce métal, ce qui peut finalement rompre ces connexions. De plus, à l'intérieur des batteries, une solution d'électrolyte liquide permet aux ions lithium de se déplacer entre la cathode et l'anode pendant la charge et la décharge. Mais si cette solution gèle, JPL craint que tout cesse de fonctionner complètement. Il garde les composants sensibles au froid dans une boîte chaude avec des résistances chauffantes qui fonctionnent la nuit. Vous pourriez dépenser 25 ou 30% de votre batterie en volant, et le reste, vous savez, 60 à 75%, c'est juste pour rester au chaud la nuit. Le problème est que plus il fait froid, plus les chauffages sont sollicités. Si les batteries ne refroidissent trop, elles perdent en efficacité. Alors, elles fournissent encore moins de puissance au chauffage. Les performances peuvent continuer à se dégrader dans une spirale infernale. Le matin du 3 mai, l'équipe de JPL passe une journée normale. Ils vérifient les données de la dernière transmission descendante. Rien. Ils essaient d'envoyer un signal à Ingenuity. Toujours rien. L'ont-ils finalement perdu? Notre hélicoptère à 70 millions de dollars est-il perdu sur Mars? La mission est-elle terminée? Nous croyons avoir pensé à tout, mais avant de rejeter l'ingéniosité, vérifions que c'est bien le cas. Nous continuerons simplement à travailler dessus. Ils passent en revue tous les problèmes possibles jusqu'à ce qu'ils le réduisent à un seul. De la manière dont elle a été conçue, Genie a un réveil qui la réveille. Elle reste éveillée pendant 15 minutes. Si elle n'entend rien après 15 minutes, elle se rendort jusqu'au prochain réveil. Leur hypothèse est la suivante. Si le manque de soleil a forcé Genie à épuiser complètement ses batteries, alors pendant la nuit, ses chauffages se seraient arrêtés et elle se serait complètement éteinte. Quand le soleil se lève, tant que ses composants essentiels fonctionnent encore, elle peut se recharger suffisamment pour se réveiller. Son horloge vient d'être réinitialisée. Alors ils font les calculs. Si elle est toujours en vie, en fonction de quand le soleil se lève, elle devrait se réveiller à 11h45 du matin, heure martienne. Ce n'est pas l'heure à laquelle ils avaient essayé. Ils ajustent leur fenêtre de recherche et appellent Genie quand ils prévoient qu'elle se mettra en route. Ils envoient un signal après signal jusqu'à ce que, finalement, elle soit vivante. Ils vérifient si tout fonctionne toujours. Et malgré le fait que les composants de son boîtier thermique ne soient conçus que pour supporter jusqu'à moins 45 degrés, ils survivent à une congélation complète. Eh bien, tous, sauf un. L'inclinomètre est hors service. L'inclinomètre est ce qui permet à Ingenuity de connaître son orientation dans l'espace en 3 dimensions avant le vol. Et c'est assez essentiel pour obtenir la bonne direction. Dévier de 10 degrés pourrait vous faire vous écraser contre une montagne. Sans l'inclinomètre, elle ne peut pas voler. Donc au début, toute l'équipe est perplexe. Mais ensuite, ils ont eu une idée. Parce que Ingenuity est de fabriquer avec des composants de téléphone, littéralement les mêmes que ceux que les gens utilisent au quotidien. Son processeur vient d'un Samsung Galaxy S5 et certains capteurs sont issus d'un Google Pixel 3. Et ces téléphones peuvent faire beaucoup de choses qu'un inclinomètre peut faire. Dans chaque smartphone, il y a au moins 3 petits systèmes micro-électromécaniques alignés perpendiculairement les uns aux autres,
comme X, Y, Z. Une petite masse est suspendue par des bras flexibles en leur centre. Ils fonctionnent comme des ressorts et suivent la loi de Hooke, F égale moins kx, où la force est proportionnelle au déplacement. La masse suit aussi la deuxième loi de Newton, F égale m fois a. Si vous combinez ces équations, vous obtenez a égale moins kx sur m, qui lie l'accélération et le déplacement. Autour de la masse se trouvent des bras fixes. Lorsqu'une tension est appliquée à la masse et aux bras, ils forment un condensateur, où epsilon et a restent constants, mais à mesure que la masse se déplace, la distance entre eux varie avec x. Cela modifie la capacitance, un effet qui devient plus perceptible avec plusieurs plaques, d'où la présence de tant de petits bras. En mesurant la capacité, on peut déterminer le déplacement proportionnel à l'accélération. Ainsi, les changements de capacité permettent de mesurer l'accélération. C'est pourquoi on les appelle accéléromètres. Et en intégrant l'accélération dans le temps, vous pouvez calculer la vitesse puis la position. C'est ainsi que fonctionne le suivi de mouvement pour la rotation de l'écran, les commandes de jeu et le comptage des pas. Si vous ajoutez des gyroscopes, vous obtenez une unité de mesure inertielle, ou IMU. Et Ingenuity a le même IMU que le Google Pixel 3. Alors l'équipe à JPL a eu une idée. Ils pourraient reprogrammer l'ordinateur pour utiliser l'IMU pour remplacer l'inclinomètre. L'inclinomètre est vraiment juste des accéléromètres qui nous permettent de déterminer l'attitude initiale du véhicule en roulis et en tangage. Et l'IMU a aussi des accéléromètres, donc en principe, il vous donne la même information. Ainsi, contre toute attente, ils parviennent à la relancer. Nous avons eu de la chance, l'instrument que nous pouvions nous permettre de perdre est justement celui qui est tombé en panne. Mais l'IMU n'est pas de qualité spatiale. En fait, aucune de ces pièces de série ne l'est, ce qui signifie qu'elles sont vulnérables aux rayons cosmiques. Sur Mars, la mince atmosphère ne rend pas seulement le vol plus difficile, elle signifie aussi que les rayons cosmiques atteignent plus facilement la surface. Et un seul rayon cosmique peut frapper un registre d'ordinateur et inverser un bit à l'intérieur de l'ordinateur, ce qui peut entraîner un comportement étrange. Cela arrive même ici sur Terre. Il a une fois ajouté 4096 votes à un candidat lors d'une élection belge. Sur un hélicoptère martien, inverser le mauvais bit au mauvais moment pourrait signifier perdre le contrôle et s'écraser. Alors pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Il y a 10 ans, personne n'aurait cru qu'il était possible de faire voler un processeur de téléphone portable seul. Il disait « Non, ça tiendra 2 jours et ce sera fini, non ?» Il s'avère que les inversions de bits par les rayons cosmiques ne sont pas aussi graves que la National Aeronautics and Space Administration le pensait. Les composants de série résistent beaucoup mieux qu'ils ne l'avaient prévu, et c'est une découverte importante. Plutôt que de passer par tous les coûts de développement pour construire un processeur à partir de zéro pour être résistant aux radiations. Ce que nous découvrons, c'est qu'on en a bien plus pour son argent en achetant simplement différents lots de processeurs et en les utilisant tels quels. Cela implique de les soumettre à des tests de radiation, d'analyser les taux d'échec et de comprendre que, pour une raison inconnue, ce processeur en particulier est excellent. Il tient le coup, alors nous l'utiliserons. Grâce à ces pièces du commerce étonnamment robustes, elles survivent le reste de l'hiver, mais peinent à rester à portée de communication du rover. Le printemps est arrivé. Les oiseaux gazouillaient sur Mars. Parler d'optimisme printanier, c'est comme sortir de l'hiver. Grâce à l'ensoleillement accru, ils peuvent maintenant se recharger entièrement et poursuivre leur mission. Durant les 41 prochains vols, ils imagent des cratères inaccessibles à Persévérance. Ils capturent de superbes images de l'horizon martien depuis le dessus. Ils réalisent des tests aérodynamiques audacieux et commencent à repousser les limites. Ils veulent voler plus vite, mais plus ils accélèrent, plus les éléments défilent rapidement dans le champ de vision de la caméra, rendant le système de navigation visuelle incapable de suivre. JPL trouve alors une solution, voler plus haut. Cela élargit le champ de vision, ce qui ralentit le déplacement des éléments à l'écran. Donc, d'un objectif initial d'une altitude de 10 mètres, ils montent jusqu'à 24 mètres. Ainsi, ils peuvent passer d'un vol à 2 mètres par seconde à 10 mètres par seconde. Nous avons établi des records de vitesse, distance et altitude repoussant toutes les limites imaginables du vol d'Ingenuity. Profitez pleinement de cette occasion unique d'avoir un hélicoptère sur Mars. Tout se passe à merveille.
Ginny et Perseverance ont atteint Nuredva Valles, un delta de rivière du cratère G0. Mais lors du vol 71, il y a un nouveau problème, et il est pire que tous ceux qui sont survenus auparavant. Il nous restait donc juste une dernière chose à faire. Nous devions traverser la dune de sable et atteindre Bright Angel pour rejoindre le rover. Donc, au sol 71, on est monté, on volait, puis après environ 10 secondes de vol, avec une navigation dégradée, on est passé en mode atterrissage d'urgence et on est descendu un peu brutalement. Ils appellent Ginny, et heureusement, elle est toujours en vie. Le code d'erreur révèle le problème. Alors qu'elle survolait les dunes, il n'y avait tout simplement pas assez de roches ou de points de repère pour que sa caméra puisse les identifier. Et sans ces références, elle a rapidement perdu la trace de sa position et a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Hence, c'est similaire au problème de caméra du vol 6, mais cette fois, il n'y a pas de correctif logiciel. Il vérifie les dommages structurels, mais étonnamment, tout est encore intact. Il tente donc un autre vol, cette fois en montant droit vers le haut pour scanner les environs, puis en redescendant directement. Facile. On est monté, on a pris des photos, et en redescendant, on a rencontré les mêmes problèmes qu'au sol 71. Sauf que cette fois, c'est fatal. Persévérance roule et capture cette image de son site d'accident. Quand nous avons vu les pales brisées, quand nous avons vu cette première image après le vol 72, c'était déchirant. Il était clair que la mission ne pouvait pas continuer. C'était très déprimant. Alors pourquoi? 71 était aussi un atterrissage forcé pour les mêmes raisons. Le système de navigation confus nous a fait crasher. Mais nous en sommes sortis apparemment indemnes, et pourtant sur 72, nous nous sommes autodétruits. C'est la première enquête sur un crash aérien sur une autre planète, n'est-ce pas? Le premier aéronef sur une autre planète a eu lieu, suivi de la première enquête sur un crash aérien extraterrestre. Oui, ils vont en quelque sorte de pair. Sur le site du crash, il trouve les pales d'Ingenuity éparpillés, mais pas de la manière dont il s'y attendait. On a remarqué quelque chose d'intéressant. Il n'y avait aucune trace d'impact des pales. À cette vitesse de rotation, si elles avaient touché le sol, elles auraient forcément projeté des débris. Il y aurait eu une forme, probablement visible même depuis l'orbite. Et nous n'avons rien vu de tel. Alors si les lames n'ont pas frappé le sol, qu'est-ce qui s'est passé? Voici une véritable lame prototype de la phase de développement. C'est identique aux lames d'Ingenuity. C'est un composite de fibres de carbone avec un noyau en mousse. C'est incroyablement léger si tu veux le toucher. Wow, c'est vraiment génial! C'est au moins un quart de ce à quoi je m'attendais juste en le regardant. On dirait qu'il n'a pas de poids. Alors pourquoi ont-ils cassé? Eh bien, lorsque les lames tournent, les pointes des lames tracent un cercle que vous pouvez imaginer comme un cerceau. S'il y a une force sur le côté, vous pourriez vous attendre à ce que le rotor s'incline immédiatement dans cette direction. Mais ce n'est pas réellement ce qui se passe. La lame n'est pas immobile, elle bouge très rapidement. Donc, quand vous appliquez cette force, le déplacement maximum ne se produit que 90 degrés après ce point. Donc, même si on pousse vers le haut, du côté près de nous, les lames s'inclinent vers le haut, à droite et vers le bas, à gauche. Cet effet est appelé précession, et c'est le même principe qui explique cette démonstration de roue de vélo en rotation. Maintenant, Ingenuity a un second ensemble de lames qui se déplacent dans la direction opposée, ce qui signifie que lorsqu'une force est appliquée, chaque ensemble de lames subit une précession dans la direction opposée. Pour l'hélicoptère dans son ensemble, ces couples se neutralisent. Mais chaque lame individuelle se plie toujours à cause de ce couple de précession. Cela entraîne une concentration de contraintes juste ici, là où le dernier renfort se termine. Si vous aviez une défaillance liée à la précession, elle surviendrait probablement à cet endroit précis. Et effectivement, c'est exactement là que vous le voyez sur les photos. Vous pouvez voir une sorte d'endroit dentelé où la pointe de la lame a été arrachée. C'est donc ce qui s'est passé sur le vol 72. Quand Ginny est descendue brusquement, elle a heurté une dune en biais. La force a été transmise à travers le corps de l'hélicoptère, ce qui a créé un couple de précession qui a tordu les rotors, et ils se sont cassés juste là où le renfort se réduit. Elle est tombée brutalement, elle n'a pas détruit le train d'atterrissage, elle n'a pas cassé l'avionique, elle n'a pas tué les servomoteurs. Les plateaux cycliques, ils sont tous en bon état, ils sont intacts.
Ce sont les rotors. C'est le maillon faible. Donc, c'est la première chose qu'ils vont changer sur la prochaine génération d'hélicoptères martiens qui s'appelle Chopper. Vous avez eu l'occasion de tenir la pale d'Ingenuity? C'est la pale nouvelle génération. Elle semble assez similaire avec quelques différences clés. Les lames ont été renforcées pour résister aux atterrissages difficiles. Désormais équipé de 6 rotors au lieu de 2, Chopper peut transporter des charges importantes, même avec sa propre charge utile. Nous avons développé une radio très légère pouvant communiquer directement en orbite. Wow! Nous sommes désormais libres d'explorer la planète comme un oiseau. C'est énorme car vous tentiez de suivre Persévérance. Et maintenant, vous pouvez aller où vous voulez. Oui, nous sommes notre propre vaisseau spatial. Dans cette boîte bleue, vous pouvez mettre environ 5 kg de charge utile et l'emmener n'importe où sur la planète Mars. Et vous pouvez voler 3 km par sol en quelques minutes. Cela a suscité un grand enthousiasme dans la communauté scientifique. Donc c'est un modèle à l'échelle 1/5 de Chopper. Il s'agit en réalité de 2 systèmes, notamment notre plateforme Chopper. C'est ce qui va aller explorer toute la surface de Mars un jour. C'est le but du concept. Mais en dessous se trouve une plateforme de livraison d'hélicoptères en plein vol. Tous les rovers martiens nécessitent des grues aériennes complexes pour atterrir. Mais un hélicoptère, c'est différent. Il lui faut juste une plateforme pour décoller. Donc l'idée est que nous descendons à travers l'atmosphère. Nous avons ce jetpack dont nous avons besoin pour nous ralentir afin de nous amener à un régime qui est contrôlable afin que nous puissions décoller de cette plateforme en plein air et atterrir sous notre propre puissance. Pour cela, il a besoin de fusées. 3, 2, 1. Génial. Vous imaginez un avenir où l'aviation couvrirait tout Mars comme principale capacité d'exploration? Je suis convaincu que cela se produira, c'est juste une question de temps. Il y aura des flottes volantes partout sur Mars, vous savez. Il y aura un jour des aéroports sur Mars et nous aurons des avions de la taille de Chopper, plus d'avions de la taille d'Ingenuity et même plus grands que Chopper. La National Aeronautics and Space Administration voit grand grâce à Ingenuity, un projet qu'ils ont autrefois douté. Parce que Jimmy a montré ce qui est possible. En 1890, si vous aviez dit « je vais voler », c'était comme « d'accord, ce type bizarre dans son garage pense qu'il peut voler, il va se tuer, non ?» Après les frères Wright, c'était comme « ah d'accord, oui, c'est quelque chose que nous allons faire ». Et c'est ce changement de mentalité qui s'est produit grâce à Ingenuity. C'est pourquoi, toujours posé à la surface de Mars, attaché sous Ingenuity, se trouve un minuscule morceau de tissu en mousse d'1 cm². Il a été prélevé sur l'aile inférieure gauche du premier avion, le Wright Flyer. Du premier vol sur Terre au premier vol sur une autre planète, depuis la tombe d'Ingenuity sur Mars, son esprit perdure. Sauf qu'elle n'est pas tout à fait morte. Elle agit maintenant comme une station météorologique, capturant des photos chaque jour, enregistrant des mesures de température quotidiennement, quelque chose que personne n'aurait jamais pu prévoir avant le 72e vol. Même si tout ne se passait pas comme prévu, nous aurions toujours un engin fonctionnel. Elle est une véritable survivante, et l'équipe ne pourrait pas être plus fière de ce qu'Ingenuity a accompli.